Ça me fait grandement plaisir de participer à cette activité de capsule. C'est un privilège aussi, je dirais qu'on a de pouvoir essayer de faire entrer les autres dans notre monde. Ce monde-là, le monde de la pédagogie, c'est un peu une obsession pour moi. Ça fait longtemps que j'essaie de comprendre ce que c'est, comment ça fonctionne. Et bon, ça a été un long voyage dans ma vie, c'est 40 ans de ma vie, là. Et alors là, c'est sûr que, bon, des fois, on peut dire qu'on a des idées fixes, on a des obsessions, c'est peut-être même un délire, mais peu importe, en tout cas, je pense que, et en fait, je n'aurais pas mis cette énergie-là au fil des années à essayer de comprendre ce que c'est. Je pense que ça réfléchir sur la pédagogie nous permet de mieux comprendre certains enjeux actuels, certaines situations actuelles. Ça nous permet, je pense, de jeter un autre regard sur ce qu'on entend habituellement, et parce que c'est pas très présent dans le discours actuel, ou même ça n'a pas, je dirais, ça n'a pas beaucoup de presse, la pédagogie, ça n'a pas nécessairement bonne presse, ça fait ringard, comme on disait dans la description du résumé. Bon, je vais tenter de montrer la pertinence, l'intérêt qu'il y a de travailler, de réfléchir sur le concept de pédagogie. Alors, j'ai intitulé la pédagogie, évolution et enjeux actuels. Mon propos va s'organiser de la façon suivante. D'abord, certains objectifs que je vais préciser en début, une petite mise en contexte, une introduction, 3 points, la pédagogie, le savoir d'action pédagogique et la validation des savoirs d'action pédagogique. Je vais m'expliquer sur ces concepts-là. Et enfin, en conclusion, c'est là où on va discuter d'un certain nombre d'enjeux. En guise d'objectif, bon, comme je le mentionnais tout à l'heure, mon idée, c'est qu'on réfléchisse ensemble sur la nature de la pédagogie, qu'on en isole des caractéristiques essentielles et qu'on en montre l'évolution. Ceci dit, c'est ma conception de la pédagogie dont je vais vous parler. C'est le concept que j'ai construit au fil des années, à la suite de toutes sortes de lectures qu'on a fait, de discussions avec des collègues, etc. Le concept de pédagogie dont je vous parle n'apparaît pas nécessairement dans le dictionnaire. C'est un concept construit, je dirais, et si on veut comment je dirais, donc, en saisir toutes les particularités, au fond, ça se réfère à ce que j'ai écrit habituellement sur les ouvrages sur la pédagogie dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc, d'une part, réfléchir sur la nature de la pédagogie, les caractéristiques essentielles, voir comment cela a évolué, et d'autre part, identifier des enjeux actuels que la compréhension de ce concept nous permet de poser en matière de recherche, de professionnalisation et enfin de formation des enseignants. Donc, je pense que la réflexion sur la pédagogie nous amène à poser des questions sur ces 3 éléments-là. Une mise en contexte. Alors, enseignant de formation, j'ai toujours eu une certaine frustration à l'endroit de celle que j'ai reçue à l'université il y a 40 ans. J'étais un jeune étudiant en formation initiale à l'enseignement au début des années 70. Alors, ça fait déjà 4 décennies. On y parlait de bien des choses à ce moment-là, mais on ne parlait jamais de ce pourquoi j'étais là, dans le cadre de ces baccalauréats en formation à l'enseignement, c'est-à-dire apprendre à enseigner. Je m'étais inscrit dans ces bacs-là pour apprendre à enseigner à des jeunes, dans ce temps-là, c'était des jeunes du primaire. Ma vie professionnelle a été marquée par cette quête du savoir enseigné et qui m'a fait voyager chez nombre d'auteurs. Comme j'ai terminé le bac de ma formation initiale à l'enseignement et que je n'étais pas plus avancé qu'au début sur comment on fait pour enseigner, alors j'ai passé ma vie à essayer de comprendre comment on fait pour enseigner. Donc, ma vie a été un voyage. J'ai été comme le Magellan de la pédagogie. Au fond, je suis parti, j'ai lu à gauche et à droite Freinet, Montessori, sur l'histoire de la pédagogie, les behavioristes, les humanistes, enfin, tout le 20e siècle a été marqué par un ensemble d'auteurs, c'était un foisonnement incroyable. Alors, ma vie a été de traverser tous ces territoires-là et pour essayer de comprendre, mais comment on fait pour enseigner finalement, comment ça marche.
Alors, je vais donc profiter du prétexte de cette conférence pour vous présenter mon récit de voyage. Revisiter, mettre en perspective certains de mes écrits des dernières années, parce qu'au fond, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Ce qui est nouveau dans ma présentation, c'est la mise en scène que je vais faire de tous ces éléments-là que j'ai écrits au fil du temps et qui me permettent d'interroger le présent. Il y a plusieurs années, on avait commis un ouvrage qui s'appelait « Pour une théorie de la pédagogie », ça en 1997, je crois. Et on avait commencé l'ouvrage par cette idée-là, « Enseigner est un métier sans savoir ». Alors, pourquoi c'est un métier sans savoir? Parce qu'au fond, il y a toutes sortes d'idées reçues qui circulaient, et qui circulaient à l'époque de ma formation initiale, et qui circulent sans doute encore aujourd'hui. C'est-à-dire que ces idées-là font en sorte que quand tu les retiens, quand tu y adhères, ben, tu n'as pas besoin de réfléchir sur comment on fait pour enseigner. Ça viendrait comme par magie, comme par l'opération du Saint-Esprit. Alors, certains disaient, par exemple, tu n'as pas besoin de savoir comment enseigner, la connaissance de la matière suffit. Alors, oh, pardon, excusez-moi, j'ai fait une erreur de bouton. La connaissance de la matière suffit. Alors, c'est comme si, par exemple, quand tu sais lire, tu es automatiquement capable de montrer à lire. Mais quand on y réfléchit un peu, montrer à lire à des enfants, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'exige notre simple connaissance ou notre simple compétence de la lecture. Ça implique des stratégies, ça implique la mobilisation, je dirais, d'une séquence d'apprentissage pour les enfants. Donc, de la même façon, on pourrait dire aussi, tu connais la chimie, tu es capable d'enseigner la chimie. Quiconque a travaillé au secondaire, même s'il avait un bac en chimie, c'est fort bien que pour enseigner la chimie au secondaire, cela implique la mobilisation d'un ensemble de stratégies qui vont bien au-delà de la maîtrise du contenu disciplinaire. Alors, en ce sens-là, l'idée de la connaissance de la matière suffit est une idée déprofessionnalisante, c'est-à-dire qu'elle nous empêche de réfléchir sur ce qui est nécessaire pour enseigner adéquatement des jeunes. L'autre idée déprofessionnalisante qui circulait dans mon temps et qui circule encore, c'est le talent suffit. Comme on dit, enseigner, tu l'as ou tu ne l'as pas. Bon. Alors, cette idée-là, c'est sûr qu'il y a une variation dans les talents chez les enseignants. Il y en a qui enseignent mieux que d'autres, sauf que comme c'est une profession de masse, comme on enseigne à des milliers et des milliers d'élèves, s'il ne fallait donner ou accorder le droit d'enseigner aux seules personnes qui sont pourvues de talent, ben on manquerait évidemment de ressources. Le talent est nécessaire, mais le métier aussi peut s'apprendre et il peut y avoir des stratégies qui s'acquièrent et dont on peut faire bénéficier un nombre d'acteurs moins doués, mais qui quand même peuvent apprendre des stratégies qui sont efficaces pour l'apprentissage des élèves. Le défaut également de se fier uniquement au talent, c'est que celui qui est doué, ben, il apporte son talent avec lui dans sa tombe. Alors, on aurait tout intérêt à analyser comment il fait pour enseigner, isoler les bonnes stratégies, intégrer ces bonnes stratégies-là dans le cadre d'une formation. C'est pour ça que se fonder uniquement sur le talent, c'est finalement une idée déprofessionnalisante qui ne fait pas avancer le métier. Le gros bon sens suffit. C'est une autre idée déprofessionnalisante, au sens où on se dit, ben, fie-toi sur ton jugement, au fond, c'est le gros bon sens. Le problème avec le gros bon sens, c'est qu'il n'est pas évident, il n'est pas net. Il y a plusieurs sens, il y a une variation du sens. Le bon sens n'existe pas, il y a plusieurs variations sur le sens. Et les agirs professionnels peuvent varier. En ce sens, la formation à l'enseignement devient nécessaire puisque on peut toujours avoir différentes interprétations de comment on fait pour enseigner et certaines stratégies sont plus intéressantes que d'autres. Le senti suffit. Quand je dis le senti, c'est
en fond, comme c'est un métier, souvent, surtout pour l'enseignement primaire, c'est un métier féminin, ben on dit, c'est l'intuition. On se sert de notre intuition pour enseigner. Est-ce que l'intuition est un bon guide? Bon. On a déjà défini l'intuition comme étant une image sans pensée. Alors, c'est une définition séduisante, mais par contre, combien difficile? Au sens où, est-il possible d'avoir une image pure de l'agir qu'on doit poser sans que cette image-là n'ait été conditionnée soit par, un peu Freud dirait, par notre inconscient, soit par l'idéologie. Bref, l'intuition n'est pas un bon guide. On peut avoir une intuition, mais qui en réalité est l'expression d'un conditionnement, peut être l'expression de notre position de classe. Et se fier uniquement sur l'intuition, également, c'est déprofessionnalisant, au sens où on dit si tout ce métier-là est basé sur l'intuition, ben, on n'a plus besoin de former personne. Mais on sait que l'intuition se trompe. L'expérience suffit. L'expérience, ben, c'est je dirais, la base sur laquelle la plupart des enseignants se fondent pour dire qu'ils ont appris le métier. Dans le sens que Maurice Tardif avait fait une étude il y a plusieurs années là-dessus. D'où vous vient votre compétence professionnelle? Très peu disaient c'est notre formation. La grande majorité disait c'est l'expérience. Bon. Alors, mais si l'expérience suffit, si on apprend un métier uniquement à la suite de l'expérience, ben, d'une part, fermons plutôt les facultés d'éducation. En période de restriction budgétaire, ça serait peut-être une bonne idée de sauver là-dessus. Mais d'autre part, ce serait une mauvaise idée de fermer les facultés des sciences de l'éducation, puisqu'au fond, l'expérience, elle est faite d'essais d'erreurs. Et les erreurs qu'on fait subir aux enfants, peut-être qu'on aurait pu les éviter si on avait formé adéquatement les futurs enseignants à l'exercice du métier. Donc, l'idée, on se tire dans le pied, comme enseignant même, à dire « Ah, j'ai appris mon métier sur le tas par essai et erreur ». Quand on dit ça, ben, on dit « La formation n'est pas inutile » et on contribue à déprofessionnaliser le métier. Enfin, certains disent la culture suffit, c'est-à-dire la grande culture, tout ça je l'ai écrit avec un C majuscule, c'est-à-dire quand tu es cultivé, c'est comme si ça te donnait automatiquement, ça te permettait de créer des stratégies adéquates. C'est un peu le même raisonnement que la connaissance de la matière suffit. On a beau être cultivé, on a beau connaître sa matière, sauf que il existe d'autres éléments, d'autres stratégies qui peuvent être mises de l'avant et qui jouent leur rôle dans le cadre de la situation d'enseignement. Alors, quand on parle d'un métier sans savoir, c'est-à-dire on parle d'un ensemble d'idées qui déprofessionnalisent le métier. Y a-t-il des savoirs propres à l'enseignement? Ou est-ce une occupation ou un métier non professionnel? Y a-t-il des savoirs propres à l'enseignement? Il y a énormément de recherches qui se fait dans les facultés d'éducation et on produit des savoirs dans les facultés d'éducation. Quelle est la nature de cette recherche et des savoirs qui y sont produits? Ce que je dis, pour faire contrepoids à ma première partie sur des savoirs, des métiers sans savoir, ici, je dirais, les sciences de l'éducation ont produit historiquement des savoirs, mais des savoirs qui étaient comme à côté du métier, c'est-à-dire qui ne faisaient pas nécessairement référence à un métier qui s'appelle le métier d'enseignant. Alors, par exemple, les sciences de l'éducation ont emprunté à toutes les disciplines du savoir pour examiner un phénomène qui s'appelle l'éducation. Je veux dire, on nous a fait, moi, à mon époque, on faisait grand cas de Piaget. On a étudié Piaget en long et en large, les petites épreuves de conservation des poids, des liquides, etc. Mais tout ça était décontextualisé. C'est-à-dire que c'était fait dans une relation clinique, c'est-à-dire d'un maître, disons, ou un psychologue du développement, disons, avec un élève, et celui qui, comme moi, à l'époque, était en demande de savoir comment enseigner,
était fort peu avancé de savoir que l'élève conservait ou conservait pas les volumes, les dimensions, etc. Bref, c'était comme construire des savoirs. Je ne dis pas que ce n'était pas, comment je dirais, que ça n'avait pas son importance. Ce que je dis, c'est que les savoirs auxquels on nous initiait dans les facultés d'éducation, et même encore, je pense aujourd'hui, étaient des savoirs qui ne faisaient pas nécessairement référence au métier réel, dans un contexte réel de la classe. On apprenait aussi, on a fait du conditionnement opérant, mais behaviorisme, au fond, behaviorisme s'est approché un peu plus de la classe, mais encore là, c'était des expériences en laboratoire où on conditionnait des rats, on apprenait à faire du renforcement, du conditionnement opérant, mais c'était encore loin de la transposition de ces savoirs-là ou savoir-faire-là en contexte réel d'enseignement.